Bon, on m'a demandé de parler de surface d'oxyde et pour tout dire, c'est un sujet assez iconoclaste dans le contexte de la physique friedelienne qui est quand même presque 100% axée sur la physique des métaux et des alliages métalliques. Et effectivement, bon, Jacques Friedel n'a pas réellement encouragé le développement de cette ligne de recherche. Il ne l'a pas empêché non plus. Et je tiens à lui rendre hommage pour ça. Et je tiens aussi à lui rendre hommage par le fait que ce qu'il m'avait appris a beaucoup servi et a beaucoup inspiré la suite des travaux qui se sont faits. Alors, ce n'est pas inutile de commencer par une petite perspective historique. Bon, à cause de l'oxygène de l'atmosphère de l'air, eh bien, il y a des oxydes partout autour de nous. La plupart des roches de notre environnement sont des oxydes, et c'est pour ça que les géologues, les géochimistes, les minéralogistes se sont tout le temps intéressés aux oxydes. Bon, les chimistes aussi, parce qu'il y a des très bons catalyseurs oxydes où les oxydes peuvent servir de support de catalyseur. Mais en ce qui concerne les physiciens, bon, ils ont longtemps été rebutés par les oxydes, les traitant de matériaux sales en raison des difficultés à établir une bonne stoichiométrie et de l'absence de substituants. Et quant aux théoriciens, et même les meilleurs, ont trouvé que c'était des matériaux trop simples, trop inintéressants, puisque c'était simplement des empilements de sphères dures chargées. Je caricature un petit peu, mais pas trop, voyez-vous. Je pense que vers les années 1987, au moment de la découverte des nouveaux oxydes supraconducteurs, qu'ils ont réalisé qu'il y avait des électrons dans ces matériaux et que ça pouvait mener à des effets très intéressants. Et ça a d'ailleurs généré toute une ligne de recherche sur des modèles de forte corrélation. En ce qui concerne les surfaces d'oxyde, vers la fin des années 80, il y avait extrêmement peu de groupes au monde qui travaillaient dans ce domaine. C'est le moment où moi, je m'y suis mise, mais ça ne s'est véritablement développé que dans les 10 ans qui ont suivi. Il a fallu encore du temps pour que les gens se mettent à travailler sur les films ultraminces et les nano-oxydes, et puis plus récemment encore sur les interfaces d'oxydes. Alors, évidemment, je vais vous parler, je suis théoricienne, donc je vais vous parler de modélisation. Il faut savoir que les premières modélisations de ces composés ont été faites par l'école anglaise autour de Marshall Stoneham en utilisant des modèles classiques de type Born, dans lequel les interactions prédominantes sont les interactions électrostatiques, charge-charge, un terme de répulsion à courte portée, et du Van der Waals. Et ça a été extrêmement fructueux, puisque ça a permis de décrire les relaxations de structures en surface, les contractions de liaison, les spectres de phonons, les structures des joints de grains, les transitions structurales. Mais évidemment, dès que les électrons jouent un rôle, ce sont des modèles qui ont leurs limitations, donc ils sont incapables de traiter la nature ionocovalente des liaisons, ils supposent que c'est purement ionique. Dès qu'il y a des changements de valence de cations, on ne peut plus les appliquer, et dès qu'il y a des redistributions électroniques, on ne peut pas non plus les utiliser, comme ça se passe autour des lacunes d'oxygène ou aux interfaces, par exemple aux interfaces métal-oxyde. Alors dans ces cas-là, il faut recourir à la mécanique quantique, et c'est là qu'un modèle de liaison forte dans l'esprit de Friedel a apporté, je pense, beaucoup de choses. Au début, en tant que modèle de base pour faire des calculs réellement, puis plus tard, quand les modèles ab initio se sont beaucoup plus développés, ça a pu être utilisé comme un modèle interprétatif des résultats ab initio. Alors, un modèle de liaison forte, oui, bien sûr, mais pas n'importe lequel, il faut nécessairement un modèle autocohérent, c'est-à-dire un modèle dans lequel les charges et les potentiels électrostatiques sont liés et doivent être traités de manière autocohérente. Donc, parce qu'en effet, un modèle de liaison forte qui serait ajusté sur des propriétés de volume ne serait en aucun cas transférable à des propriétés de surface ou à d'autres géométries. Et la raison fondamentale, c'est l'importance de l'électrostatique, et en particulier, ça se voit sur les termes diagonaux du Hamilton. Oups, mais c'est pas ça.
sur les termes diagonaux du hamiltonien, voilà ici, que je vais appeler les niveaux atomiques effectifs, qui en Hartree ou Hartree-Fock sont modifiés par les effets de charge, d'une part la charge sur l'ion lui-même, et puis le potentiel de Madelung créé par les charges dans le voisinage, donc qui déplace les niveaux effectifs. Alors ça mène à quoi? La conséquence directe, c'est que si on compare l'écartement des niveaux de cations et d'oxygène dans le volume d'un oxyde et en surface, ou au voisinage d'atomes sous-coordonnés, quels qu'ils soient, donc surface, agrégat, etc., là où le potentiel de Madelung est plus faible, eh bien, il y a un rapprochement de ces niveaux ici. Ceci est un calcul très très récent de couches ultraminces d'oxyde de zinc que nous avons fait par des méthodes ab initio. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux juste vous montrer que les niveaux effectifs des oxygènes, les niveaux 2s des oxygènes et 3d des zinc sur les atomes sous-coordonnés se corrèlent de manière absolument linéaire avec le potentiel électrostatique qui agit sur ces atomes, montrant ainsi que le petit modèle de liaison forte que j'ai présenté dans le transparent précédent est tout à fait valable. Alors ça a un certain nombre de conséquences, c'est que effectivement en surface on va assister à des rétrécissements du gap, et puis ça va avoir des conséquences sur l'énergétique et la structure de surface. Comme l'a dit François Gauthier tout à l'heure, les électrons sont couplés à la structure et tout doit être traité ensemble. Alors, le problème de l'ionocovalence des liaisons est intéressant à regarder parce qu'on peut démontrer par le modèle de liaison forte que les charges sont des fonctions croissantes d'un paramètre qui est celui écrit ici. Donc il y a l'écartement des niveaux de cations et d'oxygène, et puis il y a le dénominateur dans lequel intervient l'intégrale de saut des électrons entre les cations et les oxygènes et la coordinance des atomes. Alors si on regarde un système dans lequel la coordinance devient plus faible, je vous ai montré que les niveaux se rapprochent, et en fait il y a grosso modo un effet de cancellation entre le numérateur et le dénominateur qui va faire que la charge est à peu près constante. Donc c'est un effet d'écrantage, on peut l'appeler comme ça, qui est équivalent au principe de neutralité de charge aux surfaces des métaux. Alors bien sûr, les charges ne sont pas nulles, mais elles ne varient pas à cause de cet effet de cancellation. Alors, on peut voir ça un peu plus en détail à partir, là c'est un exemple que je cite, donc d'une étude d'oxyde de titane ab initio que nous avons faite, dans laquelle nous avons résolu la structure électronique, la structure. Nous avons fait une analyse de Bader pour décrire les charges, une analyse topologique de la densité électronique qui permet d'obtenir les charges sur chaque atome par intégration de la densité électronique. Et on peut réinterpréter ces charges comme étant égales aux charges formelles corrigées par des quantités qu'on appelle des transferts d'électrons par liaison, qui sont fonction de ce rapport qui est marqué ici. Alors, lorsqu'on regarde en détail ce qui ressort de ça, eh bien, on trouve que dans toute une série de géométries, que ce soit l'oxyde de titane volumique en surface ou dans des tas de clusters, eh bien, on a ces transferts d'électrons par liaison qui sont corrélés avec les différences de potentiel de Madelung entre les oxygènes et les cations, et également corrélés avec les longueurs de liaison. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre que ces quantités qui ont été introduites et qui clairement ne sont pas mesurables sont néanmoins liées à des grandeurs mesurables, puisque les longueurs de liaison peuvent l'être, et que d'autre part, on voit ici qu'entre le bulk, qui est marqué par une croix sur le schéma de gauche, et les clusters très peu coordonnés, eh bien, le transfert d'électrons par liaison qui traduit le degré de covalence de la liaison peut augmenter de 300%. Donc ce sont des effets importants ici. Alors, au-delà de ça, je voudrais parler de la stoichiométrie en oxygène dans les oxydes, parce que ça, c'est un éternel problème. Je l'appelle éternel parce que déjà dans les années 70, quand les gens s'intéressaient aux états de surface dans les semi-conducteurs ou les métaux, ils trouvaient que c'était très, très intéressant les oxydes parce qu'il y avait plein d'états de surface. Alors,
l'expérience a montré a posteriori qu'en fait, il n'en était rien, que ce n'étaient pas des états de surface intrinsèques, mais c'était plutôt des états qui venaient de ce que, dans la préparation des surfaces, on avait éjecté de l'oxygène, et ça crée des états, comme je vais le montrer juste après. Alors, c'est aussi un problème, la stoichiométrie en oxygène est aussi un problème qui a été crucial dans le domaine des supraconducteurs à OTC. C'est compliqué parce que mesurer et contrôler la stoichiométrie n'est pas simple, et on le voit d'ailleurs très récemment dans toutes les études sur les gaz d'électrons 2D dont je parlerai à la fin, où le problème des lacunes d'oxygène reste un problème soulevé. Alors, effectivement, quand un oxygène quitte un oxyde, bon, il laisse 2 électrons derrière lui, et la localisation des électrons et l'énergie des états dans le gap sont très sensibles au potentiel électrostatique. Si on a un oxyde très ionique, comme MgO, on va avoir des états dans le gap, et on voit que la densité électronique est localisée sur les sites de la lacune. Alors ça pose d'ailleurs un problème dans une description liaison forte, parce que si on n'a pas d'atome, on n'a pas d'orbital. Hein, ça pose un problème. Dans les oxydes moins ioniques, la localisation se fait sur les cations voisins avec un changement de leur degré d'oxydation. Et là, ça pose un problème si on utilise des modèles classiques, parce qu'on suppose que le degré d'oxydation des cations reste constant. Voilà. Donc, une autre conséquence des interactions électrostatiques, on est toujours dans l'électrostatique, c'est l'existence de surfaces qu'on appelle polaires, donc qui n'existent pas dans les métaux et ni dans les composés semi-conducteurs élémentaux. Donc une surface polaire, c'est une surface dans laquelle l'unité qui se répète perpendiculaire à la surface porte un moment dipolaire. Un simple modèle de condensateur vous dit dans ce cas-là que si vous empilez des condensateurs, c'est le théorème de Gauss, hein, vous aurez le potentiel électrostatique qui va diverger et qui va créer une instabilité électrostatique menant à une divergence de l'énergie de surface. Alors on appelle ça de manière smart actuellement la catastrophe polaire. Et le même théorème de Gauss vous dit ce qu'il faut faire pour supprimer cette catastrophe. Il faut simplement modifier les charges en surface. Alors bien sûr, un système ne reste pas dans un état instable, donc il va trouver des moyens pour qu'il y ait ces charges compensatrices. Alors il y a plusieurs scénarios possibles, ou bien des ions vont partir spontanément, donc ça crée une non-stoichiométrie de surface. Si on est dans un environnement humide, il pourra y avoir de l'eau qui va se dissocier et les ions hydroxyle, les protons vont créer les charges nécessaires. Et il y a un troisième mécanisme qui est la métallisation des couches de surface, appelée, c'est en dernier, reconstruction électronique. Alors je vous montre ici un calcul. En fait, on a mis en évidence cet effet de métallisation dans le tout début des années 90. Je montre ici un calcul ab initio qui est un peu plus joli, où on voit bien que sur la terminaison oxygène, le niveau de Fermi intersecte la bande de valence, et sur la terminaison magnésium intersecte la bande de conduction, ce qui veut dire que la charge diminue côté oxygène et diminue côté magnésium, et ceci grâce à un transfert d'électrons de la bande de valence locale vers la bande de conduction locale. Donc dans ces cas-là, on a des charges en surface et des niveaux effectifs très différents du volume, ce qui à nouveau montre que des liaisons fortes standards ne s'appliquent pas. On voit aussi que le coût d'énergie pour faire ça est lié à la largeur du gap. Et en général, ça va être un coût relativement rédhibitoire. Souvent, on n'a pas, je pense, pas de vrai exemple où ce processus-là est le processus le plus stable qui permet de mieux stabiliser la surface. C'est pour ça que, par exemple, pour les surfaces de SRTiO3 polaires, 1,10 et 1,1, il y a eu une multitude de travaux qui ont mis en évidence, en fonction des protocoles de préparation, une multitude de reconstructions non stoichiométriques ont été observées, ont été prédites également. Donc c'est aussi pour ça que le travail qui est ici cité sur ces mêmes surfaces était étonnant, puisque par ARPES, il a été vu un gaz d'électrons 2D avec 2 bandes qui intersectent le niveau de Fermi. Alors en fait, à y regarder de plus près, et si j'ai bien compris l'article, la densité du gaz d'électrons 2D est totalement incompatible avec le critère de compensation de polarité,
Et donc, ce n'est pas le mécanisme de compensation qu'il crée, il serait plutôt créé par le processus de photoémission lui-même, c'est-à-dire par la création de défauts sous le rayonnement synchrotron. Un système qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'interface polaire-non polaire LaLO3 SRTiO3 100, dans lequel le SRTiO3 100 est non polaire, le LaLO3 100 est polaire. Donc il y a eu en 2004 un papier montrant qu'il y avait un gaz d'électrons 2D à cette interface, qui a soulevé beaucoup d'intérêt parce que c'était un gaz d'électrons 2D entre deux matériaux isolants. Et puis, en outre, il y a une transition métal-isolant à une épaisseur critique de 4 formules unités pour l'épaisseur du lanthanate d'aluminium. Donc, ça reste encore en débat, de savoir est-ce que ce sont les lacunes d'oxygène qui créent le gaz d'électrons 2D ou la polarité. J'ai un peu l'impression que cette transition avec une épaisseur critique suggère la polarité, mais je pense que ça reste à confirmer. Alors, je reviens aux liaisons fortes parce que vous avez compris que maintenant on ne les utilise plus en tant que telles pour faire des simulations de systèmes. On utilise de l'ab initio, mais on peut interpréter les résultats ab initio pour comprendre les mécanismes avec un modèle de liaison forte. Et c'est en ça où je pense que la culture friedelienne a été extrêmement utile. Bon, néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que ça peut quand même être encore utile comme outil de simulation aujourd'hui? Ma réponse personnelle, c'est oui, sous réserve qu'on puisse l'appliquer à des systèmes suffisamment grands pour lesquels les calculs ab initio restent impossibles parce que ce serait trop long. Alors, mais pour que ça soit vrai, il faut transformer cette méthode en une méthode qu'on appelle d'ordre n, c'est-à-dire dans laquelle le coût de calcul ne va pas monter comme le cube de la taille du système, comme c'est pour une diagonalisation globale de l'opérateur de Fock, mais plutôt un scaling linéaire. Alors pour faire ça, on a mis en place un modèle divisé pour régner ou divisé pour conquérir, qui remplace donc la diagonalisation globale par n diagonalisation locale. Et le résultat, sur la machine de l'époque, c'était il y a quelques années, montrait que si on fait la diagonalisation globale à 100 minutes par itération, on peut aller jusqu'à 900 atomes, tandis qu'avec la mise en place de cette méthode, les mêmes 100 minutes permettent de traiter pratiquement 500 000 atomes. Alors, on a utilisé ça dans des systèmes de plusieurs milliers d'atomes, mais pas 500 000, qui étaient des îlots de MgO sur de l'argent 1,00. On a été capable de montrer qu'effectivement, il se crée une figure de moiré qui est liée à la différence de paramètres de maille. On a trouvé les contractions et les expansions des liaisons à l'intérieur de l'îlot. Et comme en même temps, on avait la structure électronique, on a pu montrer que le long, par exemple, dans une coupe, le long de la grande diagonale, on avait des oscillations de charge, on avait des oscillations de potentiel électrostatique et des oscillations de la distance entre les niveaux effectifs de magnésium et d'oxygène. Donc on avait tout à la fois. Au niveau structural, on a mis en évidence des tailles magiques et ça corrélait bien avec des expériences qui étaient faites à Lausanne à l'époque. Le dernier exemple que je veux citer, c'est un calcul qu'on a fait en collaboration avec une équipe à Berlin sur un système un peu plus compliqué puisqu'il s'agit d'un substrat molybdène sur lequel trois monocouches de MgO ont été déposées, puis des particules de fer. Alors, en traitant le réseau de coïncidence, on a pu obtenir les distorsions interfaciales et la modulation du potentiel et du électrostatique et du travail de sortie, et montrer que les sites de nucléation des particules de fer étaient à des endroits bien définis du moiré et que ça menait à une mise en ordre de particules dans ce cas-là.
Voilà, j'ai fait un survol très très rapide de ce champ de recherche. Il a beaucoup évolué au cours des 25 dernières années. Je pense qu'on explore aujourd'hui des propriétés qui sont assez intéressantes parce que nouvelles, en particulier le cas des oxydes bidimensionnels, donc des monocouches d'oxydes qui peuvent être synthétisées avec des phases et des stoichiométries totalement inconnues en volume, et donc des propriétés électroniques et des propriétés de réactivité complètement différentes. Il y a toute une branche de recherche sur les nano-oxydes, les clusters, des îlots 2D ou des rubans 2D, formés soit en ultravite, soit par chimie douce. Et dans ce dernier cas, ça soulève la question de l'interaction avec un milieu aqueux, qui reste un challenge pour la simulation numérique. Après, il y a toutes les questions de gaz d'électrons 2D ou 1D à l'interface entre deux films d'oxyde isolants ou deux rubans isolants. C'est l'objet du développement de ce qu'on appelle l'oxytronique. Et je pense que c'est très motivant, très intéressant. Peut-être Jacques Friedel s'y serait intéressé. Merci pour votre attention.